Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est le tour d'horizon de l'actualité locale et régionale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mercredi 20 février. C'est le cheval de bataille du moment dans plusieurs collèges du département. La dotation horaire attribuée aux établissements par la direction académique, professeurs et parents d'élèves en dénoncent les conséquences. Des mobilisations se tenaient à Élancourt et au Ménil-Saint-Denis. L'association vient d'être lancée à Guyancourt. Trait d'Union se fixe comme objectif l'insertion professionnelle dans les quartiers en difficulté. Un premier projet pour aider à la création d'entreprises est établi. Et nous recevons Hadi Mamed, président de la structure. Enfin, c'est une œuvre emblématique à plaisir. La statue du Parc du Château est en restauration. Le nom de cet ensemble du XVIIIe siècle et celui de son auteur reste inconnu. Et nous avons suivi une étape de sa rénovation avec un sculpteur. Autre invité en plateau, Alexandre Morlet, chargé de mission communication au sein des Républicains des Yvelines. C'est tout à l'heure dans ce journal. Attention, ces images peuvent choquer, celles de l'association L214 diffusée en 2017 montrant la maltraitance des cochons au sein de l'abattoir Guiharan de Houdan. Demain, une audience est prévue au tribunal de police de Versailles. Comparaîtront le directeur, 3 salariés du site et un agent des services vétérinaires. Un procès qui devait initialement se dérouler en janvier mais qui avait été reporté pour vice de forme. Suite à sa plainte, plus de 60 infractions ont été retenues par le procureur d'après L214. Les enseignants sont nombreux à se réunir en ce moment dans le département. Hier soir, ils étaient rassemblés devant le collège de l'Agio à Élancourt. Mobilisation ce matin également devant le collège Philippe de Champaigne au Ménil-Saint-Denis. Le motif de la contestation, c'est la diminution du nombre d'heures attribuées aux établissements ainsi que les conséquences engendrées. Les précisions de Manon Varaldo et de Marilène Yapichino. Ils veulent se faire entendre. Professeurs, représentants, parents et élus protestent contre la dotation horaire des établissements attribuée à la rentrée prochaine. Alors nous sommes aujourd'hui devant ce collège Philippe de Champaigne puisque nous avons reçu il y a une semaine, voire 10 jours, la dotation horaire globale pour la mise en place de la rentrée 2019 et il se trouve qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec les effectifs prévus l'année prochaine. Pour la rentrée de septembre, il est prévu des classes de 30 élèves, du jamais vu pour ce collège. Aujourd'hui, on est à peu près à 24-25 élèves par classe et on a un collège atypique qui est sur 2 communes qui ont 2 profils différents sur le Ménil-Saint-Denis et la Verrière avec des parcours scolaires différents et être à 30 par classe pour eux c'est pas possible. Pour alerter sur ces futures conditions, ils arrêtaient les automobilistes. En plus des classes surchargées, les accompagnements éducatifs sont aussi menacés. On craint également la perte des différents projets, des différents dispositifs qui nous permettent de faire davantage de différenciation pédagogique, notamment sur des demi-groupes ou sur des projets sciences, des projets autour du français, des projets interdisciplinaires qu'on risque de perdre pour l'an prochain. Dès hier soir, c'est au collège de l'Agio à Élancourt que parents et professeurs se rassemblaient, soucieux également de la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants. On va essayer aussi de sensibiliser davantage les parents, qu'ils se rendent compte que 30 élèves par classe, ça ne permet pas une différenciation et ça ne permet pas d'amener les élèves à la réussite. Il faut que les parents aussi en soient conscients. Ce sont leurs enfants. Moi, ma fille est en 6e, donc pour le moment, je vois pas trop bien l'intérêt pour elle, mais je sais qu'à moyen terme, elle va être concernée par les 2 suppressions de classe. J'ai pas forcément envie que son enseignement soit dégradé. Un mouvement qui continuera dans l'attente d'un rendez-vous avec la direction académique des Yvelines. Eux aussi devaient se rassembler ce matin. Les facteurs de Magny-les Hameaux ont finalement annulé leur mobilisation. Ils ont obtenu des engagements de la part de la direction de la Poste. La CGT FAPT appelait à la grève contre des projets envisagés par le groupe, le transfert de 80% de l'activité colis à Bois d'Arcy et la réorganisation du centre de distribution des courriers. 4 postes étaient menacés. Les facteurs restent tout de même vigilants. Écoutez leur réaction au micro de Manon Varaldo. La réaction, elle est positive puisque nous avons réussi à faire fléchir la direction sans même faire un jour de grève, ce qui est vraiment inattendu pour nous. Mais comme la plupart des facteurs, nous sommes encore méfiants puisqu'ils préparent une nouvelle réorganisation et nous nous attendons à peut-être d'autres attaques sous d'autres formes comme la pause méridienne ou les îlots et peut-être d'autres attaques. Donc nous restons méfiants. Moi, en tant que délégué syndical, je vais suivre de très près la prochaine réorganisation.
Nous vous en parlions la semaine dernière. L'usine PSA de Poissy produira bien le dernier véhicule électrique du groupe. Confirmation du président Carlos Tavares. Un véhicule Opel dont la fabrication démarrera en 2021 sur le site de 3000 salariés. Dans un communiqué, le syndicat majoritaire FO salue une excellente nouvelle pour les employés qui assurent la pérennité du site. C'est le fruit d'un travail d'équipe, a réagi de son côté le maire de Poissy, Carl Olive. Avec moi en plateau, Alexandre Morlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission pour la coordination de la communication au sein des Républicains des Yvelines. On va parler de vos missions dans un instant. Alors vous êtes entré au sein de l'équipe de Pierre Bédier suite à son élection à la tête de la fédération en octobre dernier. Pierre Bédier qui avait promis lors de son élection le rassemblement au sein de la fédération en accordant notamment des postes de vice-président à Alexandra Dublanche, à Othman Nasrou qui étaient ses adversaires lors de la campagne. Est-ce que 4 mois après cette élection, est-ce que le rassemblement est bien effectif au sein de cette fédération? Oui, le rassemblement est effectif. Aux côtés d'Alexandra et d'Othman, il y a aussi des chargés de mission. Il y a Nathalie Jacquemet, qui est une adjointe à Bougival. Il y a également Stéphane Desmarquet, donc il y a Stanislas Desmarquet. Donc il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont rassemblées. Lors de nos 2 bureaux départementaux, où on s'est tous réunis, la quasi-totalité des membres étaient présents. Il y a aussi un projet qui est sous l'égide d'Alexandra Dublanche qui est lancé, donc une douzaine de thématiques sur lesquelles des référents ont été nommés et sous ces référents, il y a une quinzaine, voire une vingtaine de personnes qui aujourd'hui travaillent sur des études documentaires qui seront présentées lors de notre prochain bureau départemental au mois de mars. En tout cas, le 26 mars, il y aura une présentation de ces éléments-là qui seront disponibles aussi sur notre site internet et sur différents médias sociaux qu'on vient de lancer. Alors l'autre maître mot à côté du rassemblement, c'était la reconstruction. Vous êtes vous chargé de mission pour la communication au sein de cette fédération Les Républicains. Est-ce que la reconstruction de cette fédération, ça passe aussi justement par la communication? Oui. C'est un des piliers essentiels parce que on avait pris un petit peu de retard, on n'avait pas de site internet. Moi, j'avais été à l'époque au sein de l'UMP l'un des fondateurs du site internet de l'UMP de 2003 à 2007. Le site a disparu depuis et de 2007 à 2019, on va dire, la famille des Républicains était orphelin de site internet. Donc ça a été un de vos premières missions. La première mission, c'était de recréer ce site internet, de faire vivre finalement toutes les informations qui sont disponibles sur Twitter, sur Facebook, auxquelles certains de nos adhérents ou sympathisants n'ont pas accès, puisque ces réseaux sociaux sont des réseaux sociaux qui sont faits, on va dire, par like, il faut vraiment faire partie de ce domaine-là. Beaucoup de gens sont en dehors de ce qui est tablette, réseaux sociaux, smartphones, n'ont pas forcément l'habitude d'aller là-dessus. Et le site internet permettait à cette partie de la population qui n'avait pas accès à ces outils, à ces médias sociaux, d'être aussi bien informée que les autres. Donc l'ensemble des informations s'entrecoupent entre réseaux sociaux et sites internet, comme ça chacun a son degré d'information. Donc des outils mis en place avec ce site internet notamment. Sur les prochaines échéances électorales, il y a forcément aussi un rôle à jouer. Les européennes qui sont programmées le 26 mai prochain. Sur la communication, quel est votre rôle? Est-ce que c'est par exemple de parler de ces élections qui sont peu ou en tout cas mal connues par les Yvelinois, par les Français en général? On va avoir tout un ensemble d'opérations de communication qui vont être débattues lors de notre prochain bureau départemental. On va avoir un certain nombre d'opérations de tractage. On va avoir aussi un certain nombre de débats qui vont avoir lieu dans différentes communes. On va être derrière notre candidat François-Xavier Bellamy. Toute la fédération est vraiment réunie derrière ce candidat-là. Justement, comment on communique sur sa candidature qui a suscité en tout cas quelques débats au sein des Républicains, notamment avec Gérard Larcher, Valérie Pécresse notamment. On a toujours eu, quoi qu'il arrive, aux Républicains, dans cette famille, on a toujours eu de nombreux courants. Il y en a toujours eu à chaque fois, dès qu'il y avait une candidature annoncée. Alors, soi-disant, on va dire des personnes qui sont plus ou moins d'accord avec tel ou tel candidat. Là, on est sur un triumvirat. On n'a pas que François-Xavier Bellamy, on a aussi Agnès Evren et puis on a aussi Monsieur Dejean. Donc on a ces 3 personnalités-là qui forment un bon triumvirat, chacun sur sa thématique, la sécurité, toute la partie défense des entreprises. Donc, j'allais dire aujourd'hui, voilà, tout le monde est d'accord pour défendre le programme des Républicains, le programme des Européennes, derrière ces 3 personnes. Voilà, et donc pour nous, j'allais dire déjà les outils numériques vont nous permettre d'apporter de l'information à ceux qui ne peuvent pas se rendre aux différents débats, aux différents meetings. Et puis derrière aussi, c'est d'informer les gens, parce que c'est vrai que souvent, comme on le dit, on est mal informé. Très peu de médias aussi nous laissent aujourd'hui aux Républicains la possibilité de nous exprimer sur le programme. C'est vrai qu'il y a une sorte de grand point sur François-Xavier Bellamy, sur ce qu'il a pu être avant.
C'est pas la question. Aujourd'hui, c'est ce qu'il représente, le programme des Républicains, ce qu'il veut faire pour notre famille politique. Et donc, j'allais dire, tout ce qui touche à ce qu'il a pu faire avant, c'est le passé. Aujourd'hui, on est sur le présent. On a envie de gagner ces élections européennes. On a envie d'aller de l'avant. On a constitué un véritable programme, un véritable outil autour des entreprises, autour de la sécurité, autour de certaines thématiques très importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être tous focalisés sur cet objectif-là, qui est de remporter ces élections. Et c'est grâce à la communication, grâce à notre présence sur les médias, qu'on arrivera à se faire entendre. Et vous parlez bien sûr de cette candidature par le biais de ces différents outils de communication. Merci Alexandre Morlet d'être passé sur ce plateau chargé de mission coordination de la communication au sein des Républicains des Yvelines en 10 minutes. Voilà, en 10 secondes, en 10 minutes. Je tenais à rajouter une information, c'est que le jeudi 8 mars à 19h30 à Plaisir, nous aurons l'occasion de recevoir Bruno Retailleau qui viendra pour un grand meeting départemental, quand même une personnalité puisque c'est aussi le président du groupe LR au Sénat, et donc c'est une personnalité qui est très importante et qui sera là aussi pour défendre nos intérêts aux élections européennes. L'information est passée. Merci à vous. En politique, toujours, les militants de Debout la France engagés eux aussi dans la campagne des européennes. Hier, la caravane du parti en Tour de France actuellement depuis janvier est passée par les Yvelines, des étapes à Poissy, Versailles et Rambouillet pour rencontrer les habitants. Autre sujet, non pas de la politique, mais la statue du parc du château de Plaisir qui se dévoile petit à petit. Dans le cadre de la réhabilitation du parc, la municipalité a décidé de lui offrir une seconde jeunesse. Reportage au plus près de sa restauration avec Marilène Yapichino. De la musique du monde pour accompagner sa concentration autour des 4 éléments. Depuis 2 semaines, Didier Mattard constitue les parties manquantes de cette mystérieuse statue. Ils sont arrivés un peu dans cet état-là à l'atelier. Donc on a vraiment un état sanitaire qui est vraiment très dégradé, avec des parties manquantes sur les genoux, les jambes, les têtes sur la partie haute. Le sculpteur a tout de suite été surpris par la qualité de l'œuvre, des détails soignés et un style propre au XVIIIe qui n'est pas sans rappeler les sculptures du château de Versailles. Cette torsion qui tourne, c'est vraiment une magnifique sculpture. Son nom reste tout aussi inconnu que celui de son auteur. Elle représente les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ce sont les 2 personnages qui ont des ailes. Ceux du bas n'ont pas d'ailes. Et donc là, vraiment, il tend le bras en l'air de façon à atteindre l'air. Pour redonner la beauté de ces détails à la statue, Didier Mattard commence par créer une forme en terre pour ensuite faire un moulage en plâtre. Une fois ce moulage parfait, il sera copié en pierre et posé sur la statue. Tout ça, ça n'existait pas. On essaye d'intégrer vraiment notre travail au patrimoine passé sans essayer d'inventer les choses. On essaye vraiment de respecter au maximum la sculpture d'origine. Une fois terminée, cette statue des 4 éléments se retrouvera ici. Son socle est déjà prêt à l'accueillir. Une touche finale à la réhabilitation du parc du château. Nous sommes très fiers d'avoir une œuvre comme celle-là dans le parc du château, puisque ça ne fait que compléter l'ensemble de ce que nous avons voulu faire depuis de nombreuses années. Château et statue se feront face, 2 vieux amis qui retrouveront chacun leur tour les traits de leur jeunesse. Cette association guyancourtoise a été lancée tout récemment. Trait d'Union se fixe comme objectif l'insertion professionnelle dans les quartiers en difficulté. Pour en parler, son président avec nous en plateau, Hadi Mamed. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors on va parler notamment de votre premier projet Ouvre ton bis pour aider les créateurs d'entreprises. Déjà, plus généralement sur l'association, pourquoi la lancer? Est-ce qu'il y avait un vrai besoin pour les quartiers de la ville de Guyancourt? Effectivement, nous avons pensé qu'il y avait un besoin spécifique sur les quartiers dits prioritaires ou dits politiques de la ville, pas seulement sur Guyancourt, mais plus largement sur Saint-Quentin en Yvelines. Et puis c'est une terre très contrastée. Nous avons vu que c'est une terre à la fois très dynamique, avec une terre d'innovation technologique, avec énormément d'entreprises présentes, un bassin d'emploi, je crois, qui est le 2e d'Île-de-France. 145 000 emplois. Effectivement, vous me l'enlevez de la bouche. Et en même temps, il y a des quartiers, une demi-douzaine de quartiers prioritaires qui sont relégués, où les taux de chômage sont multipliés par 2, 2,5, où le taux de pauvreté est multiplié par 2,5, où se concentrent les problèmes, où les dispositifs classiques ne fonctionnent plus. Et donc, nous sommes 4 citoyens engagés qui avons envie de passer à l'action concrète. Et avec ce constat, justement, quelles sont les missions du coup de Trait d'Union ?
Alors, la première mission va être un projet qui s'appelle Ouvre ton bise, donc favoriser l'entrepreneuriat social au sein de ces quartiers-là, avec tout un programme d'accompagnement avec des professionnels de notre réseau, des chefs d'entreprise globalement, des consultants, une banque, plusieurs types d'acteurs qui vont nous aider de la création au développement jusqu'à une année ou deux d'existence de l'entreprise. Et donc, nous souhaitons être au plus près du terrain. Voilà. Alors, vous le disiez, c'est un territoire de 50 ans en Yvelines où l'entreprise a une place particulière. 16 000 entreprises sur ce territoire, c'est aussi plus propice du coup pour développer ce genre d'action sur l'insertion professionnelle? Effectivement, c'est très propice. Je crois que nous n'avons pas encore bien communiqué, que nous avons déjà une dizaine de dossiers qui sont déjà arrivés à l'étude. Donc nous avons un calendrier de recrutement des dossiers entre mars et juin. Nous espérons, on travaille actuellement, monter un événement en juin pour pouvoir collecter toutes les demandes. Et ensuite, nous serons en capacité, à partir de septembre 2019, de suivre une dizaine de dossiers. Nous avons 4 intervenants qui pourront suivre ces 10 dossiers sur 12 mois minimum, voire 24 mois, pardon. Et donc, oui, le bassin est propice. Je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver ces 10 dossiers. Alors vous êtes vous-même issu d'un quartier défavorisé à Toulouse, mais vous êtes aujourd'hui consultant financier. C'est important pour vous de transmettre aussi cette expérience? J'en ai senti le besoin, surtout avec le contexte actuel de crise sociale, les gilets jaunes et puis tout ce contexte-là m'a poussé à me dire qu'il faut passer à l'action. On ne peut pas tout attendre du politique, on ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics, et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, et nous avons senti que c'était le moment et qu'il fallait le faire. Et d'où le nom de cette association, Trait d'Union, finalement faire le lien entre l'expérience et ses besoins. Effectivement, vous évoquez mon origine sociale. Effectivement, je suis issu d'un quartier populaire, et j'ai eu la chance par le système scolaire français de progresser, de passer à différents échelons. J'ai fait 10 ans en finance de marché chez Euronext, et ensuite je suis passé dans le monde du consultant en finance de marché, en finance d'entreprise. Et donc, au gré de cette expérience, j'ai pu croiser énormément de personnes. Un réseau s'est constitué avec ces 20 ans-là. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il y a des gens qui sont dans les quartiers qui n'ont pas ce réseau-là. Et je veux être ce trait d'union entre des professionnels, les institutions publiques, le monde plus globalement, et ces gens-là qui sont dans ces quartiers et qui n'ont pas eu la chance de se constituer ce réseau-là. Parce qu'aujourd'hui, sur ce thème de la création d'entreprises, quels sont les freins, à votre avis, pour ces personnes issues des quartiers? L'accès au financement, principalement. Donc, quand ils sont néophytes, ils savent pas monter un business plan, ils savent pas monter un plan de financement, ils pensent que c'est pas possible. Des fois, il y a des projets qui se bloquent pour 5, 10 000 euros, qui ne se font pas. Et je pense que ces dossiers-là, petits, qui peuvent devenir gros par la suite, on doit pouvoir les accompagner et éviter qu'ils passent les mailles des dispositifs actuels. Il y a des dispositifs aujourd'hui, mais qui répondent pas forcément à leurs besoins. Donc, on va être ce rouage, ce petit trait d'union pour réussir à ramener tout le monde dans le chemin du travail de l'entreprise. Alors vous évoquiez ce projet Ouvre ton bise, premier projet mis en place par l'association. C'est qui est concerné par ce projet? Est-ce que c'est seulement les jeunes? Ça s'adresse à toutes les personnes? Le terme générique de jeunes englobe beaucoup de choses. Jeunes entrepreneurs. Donc ça peut être des jeunes entrepreneurs âgés. Âgés, effectivement. Donc une personne qui a 50 ans et qui est bloquée, qui n'y arrive pas à une reconversion professionnelle et qui voudrait pouvoir ouvrir son entreprise, elle est bienvenue. Le terme jeune est plutôt dédié aux jeunes entrepreneurs et non pas aux jeunes, le terme générique qu'on connaît. Et comment on fait justement pour se faire accompagner? Vous en disiez 2 mots tout à l'heure. Alors, on va mettre des process de recrutement où on pourra nous présenter les différents projets. Il y aura un collège de 4-5 personnes constituées principalement de chefs d'entreprise qui vont étudier les différents dossiers. Il y aura des entretiens individuels et sous la base de la détermination du sérieux, nous sélectionnerons des dossiers. Si nous en avons beaucoup plus que 10, on en sélectionnera 10 sur la base de ces critères-là. Donc toutes les informations bien sûr sur la page Facebook qui s'est affichée. Une dernière question, est-ce que c'est un projet qui intéresse en tout cas auprès des entreprises, d'éventuels partenaires? Alors, effectivement, nous avons déjà 3-4 partenaires qui sont issus de mon réseau direct,
qui nous ont dit banco, qui nous soutiennent, ils peuvent nous fournir des salles, ils peuvent nous fournir des moyens. Je ne sais pas si je peux les citer. Allez-y, vous avez 20 secondes. On a 20 secondes, donc il y a Cléo Group principalement qui nous soutient. Il y a aussi une association très forte qui s'appelle Lecti qui nous soutient. Et voilà, principalement, en 20 secondes, voilà les deux principaux partenaires, mais il y en a d'autres qui vont m'en vouloir parce que je ne les ai pas cités, donc qui m'excusent par avance. En tout cas, toutes les informations, encore une fois, je le rappelle, sur la page Facebook de l'association. Merci à Adi vous de m'avoir Mehmed d'être passé sur ce plateau, président de cette association Trait d'Union. Mercredi, jour de sortie au cinéma, jour de notre petit tour également dans les salles du territoire. Ce soir, présentation du programme au Ciné 7 à Elancourt. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine au Ciné 7, une programmation la plus éclectique possible, en tout cas on essaye. Donc plein de films à l'affiche, vacances scolaires oblige. Je vous donne les titres rapidement. Alita, All Inclusive, Une intime conviction, excellent à voir avec Olivier Gourmet dans la peau de Éric Dupond-Moretti. L'Ordre des médecins, La dernière folie de Claire Darling avec Catherine Deneuve. Bohemian Rhapsody, qu'on a repris, vu le succès qui ne se dément pas de ce film. Rage 2.0 pour les enfants, Minuscule 2. Et La chasse à l'ours. Et je voulais surtout insister sur le festival Ciné Junior qui a lieu dans nos salles pendant toute la durée du mois de février, même jusqu'à début mars. Donc 2 événements à vous proposer cette semaine pour les enfants. Un cinéphilou avec un court-métrage, un film de court-métrage qui s'appelle Drôle de planète, dimanche matin à 10h30. Et surtout, venez participer mardi prochain à 16h30 à l'atelier incrustation. On vous expliquera comment on fait des incrustations dans les films à partir de fonds verts. Vous avez déjà dû voir ça dans des documentaires, etc. Donc un spécialiste de l'incrustation viendra vous parler de cette technique d'effets spéciaux au cinéma dans nos salles. Donc mardi prochain, 16h30, au Ciné 7, dans le cadre du festival Ciné Junior. Il s'en consomme en moyenne 30 litres par an et par habitant. Le sujet qui va suivre devrait intéresser les amateurs de bière. Un bar spécialisé vient d'ouvrir dans le centre-ville de Voisins-le-Bretonneux. Plus de 150 références y sont proposées. Michael Elmidoro. Derrière ces portes se cache le paradis des consommateurs de bière. Un bar dédié en grande partie à la boisson alcoolisée s'est ouvert le 16 janvier dernier dans le centre-ville de Voisins-le-Bretonneux. Le lieu est géré par Ludovic Constantin, amateur de cet alcool depuis ses 18 ans. C'est vraiment le domaine que je connais le mieux, que je peux expliquer aux clients. Même si je propose du vin et des alcools, c'est vraiment ce que je préfère tout simplement. Le bar propose plus de 150 références de bières et notamment des spécialités françaises. Les 2 premiers meubles sont que des bières locales, vraiment d'Île-de-France. Et après, les 2 autres sont des bières aussi de France et de partout. Par exemple, ici, c'est des bières du Nord. Ici, des bières normandes. Et ici, des bières de Haute-Savoie. La bière ne coule pas encore à flot, mais la recette commence à payer. Chaque jour, le bar reçoit une quinzaine de clients dans ses 80 mètres carrés. Très sympa, c'est pour fois que je viens et ouais, sympa. Bonne ambiance et agréable. J'aime bien la bière, ouais. Maintenant, je vis dans le nord à Lille, donc j'aime bien la bière, j'en bois souvent. C'est cool, hein, franchement, ça fait plaisir d'avoir un bar à bière dans Voisins. S'il n'y avait pas grand-chose à part ça, quoi. Donc voilà, c'est sympa, la bière est bonne, c'est pas trop cher. Il vous faudra débourser en moyenne 2,80 € pour un demi-litre et 5 € pour une bouteille de 33 centilitres. Et si les clients ne veulent pas rester accoudés au comptoir, ils peuvent également acheter des bières à emporter. Et puis le 17e salon du vin et de la gastronomie s'est tenu le week-end dernier. Un rendez-vous annuel au manège royal de Saint-Germain-en-Laye organisé par le Lions Club local. L'objectif, récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Retour avec Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés, qu'ils viennent de Bourgogne, d'Alsace ou de Provence, tous les vignobles français sont représentés au Salon du vin et de la gastronomie de Saint-Germain-en-Laye. C'est une première participation pour Pascal Piednoir, venu de la vallée du Rhône. On essaye de faire des vins rouges et blancs, un petit peu de rosé sur ces méridionaux, avec de la fraîcheur, puisque nous sommes situés à 500 mètres d'altitude, pratiquement sur les contreforts alpins.
Pour accompagner la dégustation viticole, charcuterie, fromage et gâteaux des 4 coins de l'Hexagone sont à disposition, au bon plaisir des visiteurs. On a du lonzo, de la copa, on a aussi des saucissons, du jambon. Ça passe par le cochon noir et aussi bien du sanglier. Donc c'est des produits qui sont quand même assez fins, c'est des produits qui sont un peu poivrés, mais ça reste très léger, très subtil. C'est un peu la diversité des produits. Bon, on pourrait encore avoir peut-être un peu plus d'artisans culinaires, peut-être un peu moins de boissons, mais ils sont tous charmants. On passe un bon moment, voire on n'a plus besoin de déjeuner quand on rentre chez soi. C'est une taille réduite, donc c'est un bien aussi qu'il n'y ait pas trop de monde parce qu'on a le temps de discuter avec les producteurs. Cette 17e édition compte 42 exposants invités par le Lions Club de Saint-Germain-en-Laye. Objectif, récolter des fonds pour des actions humanitaires comme l'accompagnement de personnes atteintes d'autisme ou d'Alzheimer. Il y a également des plantations d'arbres au Sénégal. On en est à 160 000, ce qui permet de faire vivre des familles, de construire des écoles. Nous en avons plus de 30. Entre 2000 et 2500 visiteurs sont venus durant le week-end. L'association ne souhaite pas communiquer la somme des fonds récoltés. Et tous ces produits à consommer, bien sûr, avec modération. C'est la fin du 7-8 journal. Dans un instant, un nouveau numéro du 7-8 débat. Le thème, Gens du voyage, comment cohabiter dans les Yvelines. Belle soirée avec TV78.